Oui, merci beaucoup pour votre intervention, alors extrêmement riche, extrêmement claire, qui a le mérite de poser sur la table les cartes de façon très visible et très nette. Donc, c'est très intéressant pour nous parce que du coup, on voit bien où se situent les lignes de clivage que vous avez rappelées entre du coup, la position que vous défendez et celle qui s'est construite dans l'inspiration enfin, à travers l'inspiration et la réception positive de l'article 12 de la Convention. Alors, en fait, moi je dois dire qu'il y a beaucoup de choses que vous dites qui sont assez convaincantes dans la mesure où vous dites, voilà, le droit existant finalement, et ça je trouve que c'est appréciable en tant que profane de l'entendre de la part d'un expert, à savoir le droit existant ne met pas en œuvre des catégories toutes faites, ça vous insistez dessus sur le fait que les mesures d'incapacitation ne sont pas, c'est pas du prêt-à-porter comme vous dites, mais de la haute couture, hein, du sur-mesure, il faut voir dans ce droit et dans la façon dont il devrait être appliqué, un droit qui est tout à fait capable de suivre une conception graduelle, souple, adaptée aux situations de chacun. Et ça, je trouve que c'est important d'en avoir conscience, de le savoir aussi. Voilà. Après, moi, du coup, là où j'aurais une résistance, c'est, et là je rejoins ce que vous disiez sur la question de la normativité. Vous avez fini en disant il faut aussi se méfier de la tentation qui est la nôtre de croire que le droit serait le seul système de normativité qui est ici en jeu. Vous dites qu'il y a d'autres systèmes de normativité, d'autres finalement qui se jouent ailleurs, dans des mentalités, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à rappeler. Et je me demande en fait si ce droit dont on parle, finalement, il ne devrait pas être envisagé sous plusieurs angles, et notamment sous l'angle d'une certaine normativité, euh, peut-être plus ambivalente qu'il enveloppe. C'est-à-dire, le droit existant tel que vous le décrivez, à travers les mesures de protection telles qu'elles existent, telles qu'elles sont parfois bien appliquées, parfois moins bien appliquées, c'est une chose. Et puis, ce droit, il s'inscrit aussi dans une normativité peut-être plus générale. Et je me demande si les débats de la Convention ne visent pas à mettre le doigt sur certaines limites justement de ces représentations normatives. Et notamment, j'en reviens à ce que vous disiez sur le fait que le droit de la protection, c'est un droit de l'inclusion sociale. Vous disiez, il s'agit de permettre finalement aux personnes vulnérables de continuer à mener une vie sociale, une vie juridique, précisément parce que ceux qui vont s'approcher d'elles n'auront pas peur d'elles, n'auront pas la tentation de s'en détourner. Et le droit ici va jouer le rôle d'un instrument de l'inclusion sociale. Je me demande si, dans cette image, en fait, dans cette représentation du droit que vous tracez, vous ne minorez pas l'ambivalence, en fait, du droit, et notamment l'ambivalence à un niveau normatif. Vous avez rapidement évoqué la question de l'incapacité de la femme mariée, mais justement, est-ce que dans la capacité juridique, il n'y a pas finalement une forme de normativité, alors là, on a envie de dire, qui a été l'instrument plutôt d'exclusion que d'inclusion, qui est justement pointé du doigt par le texte de la Convention et par les défenseurs de ce texte. C'est-à-dire, est-ce que finalement la normativité du droit, elle n'est pas beaucoup plus ambivalente que ce que vous avez tendance à dire? Et est-ce que ce qui est pointé du doigt et critiqué par le texte de la Convention et ses défenseurs, ce n'est pas justement tout cet arrière-plan d'une conception statutaire de la personne qui, à travers la notion de capacité, eh bien, a plutôt tendu à construire des catégories et à effectuer des exclusions qu'à inclure, en fait. Et c'est, voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu votre opinion là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que finalement, si on se met d'accord sur le fait que, que, que l'objectif ici, c'est comme vous avez conclu là-dessus, il s'agit d'accompagner les individus, de favoriser leur autonomie lorsque celle-ci est possible et de pallier les inaptitudes. Si on se met d'accord sur cet objectif humaniste et
est sensible en fait aux besoins des personnes. Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas finalement, est-ce que le changement de paradigme de la Convention ne devrait pas justement être interprété du point de vue normatif, c'est-à-dire ce qu'il s'agit ici de faire, c'est de renforcer la dimension inclusive du droit et Alors, d'abolir en fait c'est-à-dire, vous voulez changer un état d'esprit de certains qui appliquent le droit en changeant les textes. Mais l'ambition du Comité des droits au travers de ces manifestations, faut quand même être très clair. Il ne veut pas changer un état d'esprit, il veut supprimer des règles dont il donne une interprétation, à mon sens, complètement idéologique, qui n'a pas lieu d'être et qui est même contre-productive. Je m'explique. Si vous indiquez que vous supprimez un système de représentation, voire même d'assistance, au sens où nous l'entendons, nous, techniciens du droit, c'est-à-dire, pour faire simple pour le public, quand vous êtes en curatelle, quand vous êtes assisté, pas pour tous les actes, hein, pour certains actes qui sont d'une certaine importance, en gros, ça emporte la co-signature de votre curateur, par exemple. Bon. Quand vous changez ces règles-là et que vous les remplacez par des règles beaucoup plus vagues, vous allez m'expliquer comment vous allez convaincre un partenaire en face de se prêter à ce jeu au prétexte que c'est ce qu'il devrait ressentir et qu'il devrait respecter. Ça ne marche pas comme ça, le droit. Le droit, ça arbitre des conflits et ça dicte des règles de comportement. Or, si vous dites à quelqu'un, tu dois changer ta mentalité pour mieux saisir tes rapports avec cet individu, j'allais dire, vous avez perdu par avance. Je regardais hier un reportage sur le Pakistan et certains partis religieux extrémistes sur la façon dont ils ont, par exemple, de s'intéresser au blasphème. Mais vous voyez, si on considère que l'incapacité, c'est un blasphème, à ce moment-là, la logique de ce système, c'est de complètement les supprimer. Complètement les supprimer, pour les remplacer par… Alors, parce que quand on lit le comité, notamment dans sa version originelle, en fait, même l'assistance ou l'accompagnement qu'il propose, c'est provisoire. C'est-à-dire qu'il pense que cette personne-là va forcément arriver à l'autonomie. Or, quand on s'intéresse à ces matières-là, on constate très clairement que ce sont pour la plupart, malheureusement, des gens qui ne reconnaîtront pas l'autonomie ou à tout du moins qui auront des bribes dont il faut profiter, mais simplement des bribes. Et quand je parle de système d'internormativité, par exemple, dans les textes, il n'est pas spécifié, quand on gère patrimonialement, qu'il faut faire comment dirais-je, comme faisait un peu la personne, et éventuellement entendre ce qu'elle aurait à dire pour la gestion de son logement, des choses comme ça. Mais en termes de psychologie élémentaire, quelqu'un qui est un bon organe protecteur, il ne va pas être en opposition s'il est un bon organe protecteur avec son genre. Il doit aller vers là. Alors que l'on forme des gens à avoir cette psychologie, c'est une chose, mais ce n'est pas en supprimant une règle de droit, en la remplaçant par une autre beaucoup plus évasive, qu'on arrivera au résultat. À mon avis, c'est même contre-productif. Et je vous donne un exemple. Avant, donc remontons au 19e siècle. Quand vous étiez interné au 19e siècle, automatiquement, la loi de l'époque vous plaçait systématiquement en système d'interdiction. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus gérer votre patrimoine. Il y avait une espèce d'automatisme entre le traitement médical et le traitement juridique. Ça a été supprimé, mais pas par la loi de 2007, par la loi de 1968, c'était même dans le Code civil. Cette indépendance-là, qui montre bien que l'état de santé en lui-même ne fait pas tout, mais qu'à partir d'une altération de l'état de santé, en fonction de votre situation patrimoniale, familiale, etc., ce sont des facteurs qu'on va réunir pour vous offrir un système, pour vous remettre à niveau. Pour vous remettre à niveau parce que l'œil de l'autre importe. Si vous partez du principe de la Convention, à mon avis, vous partez des droits d'un individu auxquels les autres devaient tout reconnaître. Et vous arrivez même, je pense que c'est une culture très anglo-saxonne, et même, je dirais, protestante derrière, si on recherche des fondements, vous arrivez à nier une forme d'organisation sociale au profit d'un individualisme débridé qui va se retourner, ne soyons pas dupes, contre ceux qu'il faut pourtant continuer à protéger. Auront-ils l'aptitude, une fois qu'on aura supprimé l'assistance au sens technique, à rentrer dans les échanges avec autrui? Je prenais l'exemple des lépreux, ce n'était pas pour rien. Peut-être simplement pour prolonger la question de Clotilde au regard de votre réponse, est-ce qu'il n'y a pas entre les deux dimensions, la fonction instrumentale du droit et la fonction constitutive du droit que souvent les sociologues ou les philosophes du droit relèvent, est-ce que vous n'insistez pas là fortement sur
sur la fonction instrumentale? Alors, peut-être, mais je vais vous donner un exemple. Les partisans de la mesure unique, je vois ça parce qu'il y a une question qui a glissé, des mesures d'assistance, du mandat de protection future, de la subsidiarité, oublient juste une chose. Vous êtes parfois beaucoup plus dépossédé de vos droits que dans un système qu'ils pourtant bannissent. Je prends des exemples. Quand vous êtes en régime matrimonial ou avec le régime primaire, votre époux, quand vous avez une altération des facultés, sans avoir un certificat médical circonstancié, sans avoir les mêmes garanties de procédure, peut vous faire dessaisir de vos pouvoirs sur l'administration du ménage, voire même sur vos biens propres. Ah, ça, on n'en parle pas, on veut le privilégier. Le mandat conventionnel qu'une personne âgée va donner à quelqu'un, quand il ne correspond plus à un consentement qui est derrière, c'est une mesure alternative aux mesures de protection juridique, mais qui peut contenir tous les abus possibles et être un détournement total de la volonté de l'individu. Alors, il faut se méfier de la valeur sur laquelle vous voulez insister, c'est-à-dire une espèce de valeur symbolique de la loi. La loi, à mon avis, elle est d'abord faite pour régler des problèmes concrets. Quelle est une valeur symbolique? Et c'est pour ça que j'ai insisté, mais j'ai donné, moi, ma valeur symbolique. Je vous ai dit que l'effet boomerang, c'était de délaisser les mesures de protection. Ce qui s'est passé à une certaine époque, à l'époque, quand on savait que le fait de automatiquement, on perdait le pouvoir d'administration quand on internait quelqu'un, c'est ce que dénonçait Carbonnier quand il a fait la loi à l'époque. Ça a mené à quoi? Les familles n'ont plus protégé leurs individus. Et donc, il y a eu beaucoup d'abus à l'intérieur, notamment des familles. Elles n'ont plus protégé les individus et même elles évitaient les mesures d'internement qui auraient pu bénéficier à l'époque aux malades. Elles fuyaient ces mesures-là. C'est pour ça qu'il a créé la sauvegarde de justice, notamment à l'époque, et qu'il a déconnecté les deux liens. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il n'a pas traité de la protection de la personne, parce qu'il savait que politiquement, s'il lui fallait avoir une loi symbolique, il aurait dû attendre des décennies pour avoir une loi sur les soins psychiatriques. Il n'a pas eu tort. La loi sur la gestion patrimoniale, elle est de 1968. La première loi qui a révisé les soins psychiatriques, elle est de 1990. Donc la loi, oui, elle a parfois une valeur symbolique, mais il ne faut pas la résumer à ça. Et notre époque vit du mal de cela. Faire des lois pour discourir, pour communiquer, mais une loi, c'est d'abord un ensemble cohérent, une technique pour régler des problèmes pratiques. Et je pense que l'effort est beaucoup plus à faire dans la pédagogie d'explication de ce que sont les systèmes de protection juridique. La modulation, elle existait déjà, mais il faut s'en servir. Quand vous voyez qu'il y a des juges qui ont pourtant cet instrument à disposition depuis plus d'un demi-siècle, qui n'interviennent pas pour faire des modulations quand elles sont nécessaires sur tel ou tel acte. Vous voyez, il ne s'agit pas de le faire à outrance, mais vous voyez, imaginez quelqu'un qui veut faire son testament, dont on sait qu'il est en intervalle lucide. Permettons-lui, par une reconnaissance, de faire cet acte s'il a un brin de volonté. De la même façon, le mariage qui était précédemment autorisé, ce n'était pas un empêchement à se marier, c'était vérifier juste que vous aviez l'aptitude à le faire. C'était validé à la fois par notre Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et pourtant, dans la valeur symbolique, on a voulu supprimer toute autorisation pour reconnaître une pleine capacité qu'on va retrouver. Je vous le dis très clairement, vous allez avoir des actions en contentieux sur l'absence de consentement. Il y a déjà eu des premières affaires de gens qu'on envoie dans des pays au Maghreb pour se marier avec des personnes dont ils ne connaissent même pas l'identité. Et sans parler des répercussions patrimoniales. Vous comprenez bien que la valeur symbolique d'une loi ne peut pas remplacer son caractère efficace. Et si vous voulez qu'elle soit efficace, c'est comme ça que petit à petit, dans une population, elle prend sa valeur symbolique. Et donc, il faut plutôt être pédagogue pour expliquer ce qu'est une représentation qui n'est pas une mise à l'écart sauvage de quelqu'un, mais qui doit plutôt être, je parlais d'associer le majeur, prendre le pouls de ce qu'il est pour mieux le représenter. Un peu comme quand vous avez un mandataire, si votre mandataire se détache complètement de vous, vous faites quoi? Vous le virez. Eh bien, ici, on a besoin d'autorité pour le virer, parce que la personne ne peut pas le faire d'elle-même. Et donc, il faut des juges, il faut de la justice gracieuse. Fabrice, est-ce que je te passe la parole? Je veux bien, merci. Derrière, Bernard Merci. Maillet et Claire Romaler. Bonjour professeur, on est vraiment heureux de vous accueillir. Je crois que la première fois que je vous ai écouté, c'est il y a quasiment 10 ans, à un colloque qui s'intitulait « La maladie d'Alzheimer et le droit ».
à l'HEGP. Je me souviens très très fortement de votre intervention et je pense qu'on n'est pas les seuls à vous accueillir. Et on en profite avec Clotilde, Benoît et Paul Loup pour saluer les participants qui sont nombreux. Ils sont internationaux, et donc on n'a pas eu le plaisir de vous recevoir, de vous accueillir avec la convivialité qu'on aurait souhaité. Mais voilà, ça c'est l'inconvénient. L'avantage de la distance, c'est qu'on a un public choisi, de qualité, et qui est loin et qui a pu vous écouter. Alors moi, je ne vais pas me situer au niveau des débats sur la Convention, sur le Comité des droits, etc. J'avais travaillé, j'ai participé un petit peu aux travaux d'Anne Caron d'Église et j'avais beaucoup discuté avec Thierry Véred, notamment sur les questions de tutelle. Moi, je voudrais plutôt plutôt que cette forme de protection continue, j'aurais bien aimé aborder avec vous plutôt les questions relatives à autre chose que j'ai aussi travaillé, c'est la question des notaires et des actes notariés et de la zone grise quand, par exemple, on vieillit, qu'on commence à avoir des troubles cognitifs et qu'on veut faire un acte, que ce soit une libéralité ou autre chose. Je trouve qu'en descendant à ce niveau-là de situations un petit peu concrètes, on voit des choses aussi qui sont au moins aussi intéressantes que les débats plus généraux. Et puis, mais avant ça, j'aurais aimé, donc si vous voulez bien, j'ai 2-3 questions un peu précises sur le commentaire que vous nous avez transmis sur des 2 arrêts de la Cour de cassation et sur la notion d'insanité d'esprit, parce que pour moi, c'est pas clair, et comme on n'a quand même pas tout le temps la chance d'avoir des intervenants de votre niveau, j'en profite, comme il y a des aspects avec une formation de philosophe que je ne comprends pas, mais j'aurais besoin d'éclairage parce que c'est des points un peu précis, mais qui ont pour nous tout un tas de conséquences. Mais juste avant, dans votre exposé, vous avez fait 2 fois référence à la vaccination dans les EHPAD. Pour y avoir un peu travaillé dans le cadre d'une mission récemment également, je serais assez intéressée parce que c'est un point que vous n'avez pas développé vraiment. Voilà, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça montre particulièrement pour vous sur ces questions? Très symptomatique de la conférence alors je commence par ça peut-être, très symptomatique de la conférence, l'objet que j'avais choisi. On venait d'avoir une ordonnance le 11 mars dernier pour notre public, qui est entrée en vigueur le 1er octobre, qui, en réalité, depuis des années, on constate qu'il y a une mauvaise articulation entre la philosophie qui a porté la réforme de 2007, je drasse un peu le tableau, en termes d'autonomie dans le domaine personnel et des codes autres que le code civil, et notamment, bon, je prends l'exemple du Code de la santé publique, ça ira plus vite, où en fait le droit n'avait pas été dans une évolution. C'est-à-dire que dans le Code de la santé publique, jusqu'en 2020, pour dire les choses grossièrement, en gros, il connaissait à peu près la tutelle, de temps en temps la curatelle, vaguement la sauvegarde de justice, mais c'était à la fois des législations qui étaient totalement cloisonnées, aucune vue d'ensemble et surtout aucune vue de l'évolution qu'il pouvait y avoir dans les régimes de protection des majeurs. Bon. Bien évidemment, là-dessus se greffe la fameuse loi Kouchner avec la démocratie médicale et le paternalisme médical. Bon, on a donc voulu faire un pas, parce que ça faisait 2 fois que le gouvernement était habilité à procéder par voie d'ordonnance, pour harmoniser ces codes avec cette philosophie-là, et derrière un peu finalement l'article 12 aussi. Évidemment, je ne sais pas combien de temps ils ont passé pour faire ça, mais pour arriver à un résultat juridique aussi médiocre, visiblement, d'ailleurs même salué par des chauds partisans de l'article 12, ce résultat médiocre. C'est ce qu'on appelle quelque chose ni à faire, ni à refaire. Grosso modo, ce qui est consacré quand même, c'est le principe de l'autonomie de toute personne sous protection juridique. Serait-elle sous tutelle? Et donc, de nous donner des pouvoirs éventuellement à son organe protecteur, je résume à grands traits, que de façon subsidiaire, d'accord, et à la rigueur, on a même introduit le mot de l'article 12 pour quelqu'un qui est un représentant, l'assistance du tuteur pour l'aider à manifester un consentement. Il faudra nous expliquer d'ailleurs ce que c'est que cette assistance-là dans ce code-là. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand il y a eu les vaccinations, les personnes vulnérables, informées comme tout malade, comme tout usager du système de santé, auraient dû dire oui, non, dans cette logique, vaccinez-moi tout de suite. Est-ce que vous avez vu le luxe de précaution
auquel nous avons assisté pour étaler la prise de consentement dans le temps. On a même eu des hommes politiques qui nous ont dit qu'il faudrait que la famille décide, il faudrait qu'il y ait plusieurs personnes, que ce soit une décision collective. Et donc, vous voyez la valeur symbolique de la loi complètement anéantie. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de sécurité juridique. Imaginez votre valeur symbolique de la loi s'il y avait eu un accident pour démarrer la vaccination dans un EHPAD. Vous freiniez la vaccination globale de la population générale. Donc, on a pris un luxe de précaution. Et pour quelle raison? Luxe de précaution qu'on ne prend pas avec un malade lambda, parce qu'on pensait qu'on avait affaire à des personnes vulnérables. Et donc, on voit bien que l'autonomie qu'on leur a reconnue, sans vérification a priori, est parfois délicate dans certains domaines. Et imaginez un soignant. Là, c'est juste une vaccination, j'allais dire. Ce n'est pas périlleux. Mais imaginez le même principe appliqué à un acte chirurgical avec anesthésie générale. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'un chirurgien va procéder à ce genre d'acte quand on va lui dire non, mais il est autonome, il est tout tutelle, mais il est autonome, t'inquiète pas, vas-y. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes pour une raison bien simple, que s'il prend une seule action en justice sur quelque chose comme ça, en termes de réputation et de risque juridique, ça va le freiner. Alors, quel va être l'effet rebond de cette autonomie reconnue à l'un? Le médecin va dire, attendez, moi, si je n'ai pas d'autorisation du juge, du tuteur, tout ça, je freine. Et donc, ou alors j'attends la situation d'urgence. Est-ce que c'est au bénéfice de la personne vulnérable qu'on a voulu rendre autonome? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans le domaine des dons d'organes, on s'est bien gardé de toucher au texte. Pour l'instant, on a gardé des procédures très strictes, y compris pour des mesures qui, soi-disant, ne sont pas incapacitantes. Donc, on voit bien que vouloir asseoir sur l'autonomie, donc sur le consentement, strictement, ça peut être difficile dans certains champ d'action, et la médecine est un champ très particulier, parce qu'il va y avoir en face le problème de sécurité juridique des tiers. Et pour revenir à votre question d'insanité, c'est ça qui craignent. C'est-à-dire que même si on proclame quelqu'un capable en droit, d'accord, encore faut-il qu'il ait cette aptitude de fait à émettre un consentement valable. Attention, pas un simple assentiment, pas une adhésion où ça c'est dans la conviction du rapport médical qu'on peut avoir. Non, un vrai consentement au sens du droit, c'est-à-dire une manifestation de volonté que les héritiers, en cas de décès ou de problème médical derrière qui entraînerait le décès, ne pourraient pas contester devant un juge pour engager la responsabilité civile du soignant. Ok. Voilà à quoi je voulais faire allusion par cette... Ok, ouais, mais je comprends. Et vous voyez que la précaution qu'on a pu prendre, c'est-à-dire qu'on a entouré finalement le consentement d'une personne soi-disant autonome de précautions qui n'ont aucun lieu d'être en droit. Un système normatif tout à fait différent. Alors, on a appelé ça parfois l'éthique. C'est une façon d'habiller parfois pour faire modifier le droit. C'est aussi une façon d'habiller certaines pratiques pour montrer qu'on n'applique pas le droit. Alors, on pourrait discuter le point, mais comme ça, au moins, votre position est bien clairement définie. Alors, si vous voulez bien, j'ai la question sur l'insanité. Non, mais je vais les reprendre comme ça. Elles sont assez brèves. Il y en a 3 ou 4, c'est des points de détail, mais je pense que sans difficulté, vous pourrez les clarifier. Le premier, c'est au début du document. Vous dites que l'insanité s'entend de toutes les sortes. Donc, on parle de l'insanité d'esprit. Elle s'entend de toutes les sortes d'affections physiques et mentales altérant le jugement et la faculté de discernement. Alors ça, c'est un point juste vraiment de détail, mais j'ai jamais été très sûr de comprendre la distinction que le droit fait classiquement entre jugement et discernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit mot ? Le discernement, c'est souvent une notion qu'on utilise plus volontiers dans le domaine de la responsabilité civile. Pourquoi? Parce qu'à une époque, pour vous imputer un comportement, un peu comme en droit pénal, d'accord, il fallait que vous ayez, comment dirais-je, une aptitude à distinguer le bien du mal, pour dire les choses simplement. C'est un peu ça qui est derrière, d'accord? Et donc, une espèce de raisonnement minimum, de conscience, de lucidité, qui fait que, en droit pénal aujourd'hui, quand vous avez une abolition de vos facultés de compréhension de ce point de vue-là, eh bien, vous allez être jugé irresponsable pénalement. Le droit civil a fait une évolution il y a plusieurs décennies totalement inverse parce qu'il a pris le prisme des victimes. Évidemment, c'est très bien qu'une personne subissant une altération en absence de discernement comme un enfant de très jeune âge ou quelqu'un qui est frappé d'une maladie mentale qui cause un dommage à autrui, c'est très bien qu'on ne lui impute pas une faute, mais comme le droit civil a détaché la notion de faute d'une notion morale et qu'il en a fait une notion fonctionnelle pour faire fonctionner des régimes de responsabilité civile, évidemment, on a pris en considération davantage la victime et on a supprimé comme condition
de l'imputabilité, le discernement d'une personne. Mais le discernement, ça reste une notion plus générale pour évoquer en bref la lucidité. C'est-à-dire, quelle que soit l'étiologie, et c'est pour ça que je prends l'exemple notamment d'une maladie physique, mais qui aurait, attention, pas maladie physique en elle-même, maladie physique qui aurait bien évidemment des répercussions sur les facultés cognitives à un certain degré, puisque si vous le lisez un peu plus tard, vous verrez que j'insiste sur, d'une part, la durée dans le temps, évidemment, il faut pouvoir le saisir, deuxièmement, la gravité. Je fais même, peut-être je dis ça de mémoire, mais la distinction, par exemple, entre les dépressions que les juges font, c'est-à-dire qu'il y a des, entre guillemets, des petites, alors c'est jamais léger pour la personne qui l'a subi, mais la petite dépression qui ne peut pas qualifier une insanité, et j'allais dire certaines formes de dépression qui peuvent entrer dans cette catégorie-là. Mais la catégorie de l'insanité, c'est véritablement c'est atteindre un point au regard de l'appréciation des éléments de preuve qui sont fournis, notamment médicaux, où justement vos facultés cognitives sont suffisamment atteintes pour le fait que ce que vous avez pu exprimer par votre langage, par des signes, ne soit pas, estime-t-on, en correspondance à ce que doit être la volonté d'un sujet de droit. C'est-à-dire qu'une volonté du sujet de droit, elle est un minimum à la fois raisonnable et donc parce qu'elle est fondée sur un minimum de lucidité. Lucidité qui fait qu'une personne est apte à défendre elle-même son propre intérêt. Si cette personne-là, c'est le schéma même de notre système juridique qui est basé sur l'autonomie de la volonté. Si cette personne ne peut pas défendre elle-même parce qu'elle subit une altération de ses facultés, même si par ailleurs elle est capable en droit, on va néanmoins en tenir compte dans l'acte qu'elle passe là. C'est pour ça qu'on parle d'une protection occasionnelle, acte par acte, et qu'on regarde toujours de ce côté-là, du côté du passé. Pourquoi? Parce que comme vous êtes présumé être capable, quand vous émettez un consentement, il est censé être valable. Mais c'est pour ça qu'on insiste du côté des professionnels avec lesquels vous avez travaillé, notamment les notaires, pour que quand eux détectent un risque, c'est-à-dire oui, la personne est capable en droit, mais attention, ce qu'elle est en train d'exprimer ne semble pas correspondre à une volonté qui contient suffisamment de lucidité, un minimum de conscience. Alors, ça ne s'agit pas d'une intelligence supérieure, comme je le disais tout à l'heure, mais vous voyez, quelque chose qui montre que la personne maîtrise ce qu'elle fait, peut-être à basse échelle. Il y a une distinction avec jugement, parce que là, discernement, je comprends bien, c'est la distinction entre jugement et discernement. C'est quasi synonyme. Le jugement, alors, pour tout dire, le jugement, c'est quelque chose qui est très peu employé par les juristes. D'accord, ok. Pour dire les choses simplement. Mais, parce qu'on on l'emploie pour autre chose, plus exactement. Mais le jugement, c'est pour faire appel à ça. C'est-à-dire, une personne qui aurait une faculté de jugement, ça veut dire qu'elle a une faculté à exercer cette lucidité, si vous préférez. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout employé en général pour distinguer. En fait, quand on parle de jugement, c'est souvent dans les affaires où il y a des mineurs. Vous voyez, par exemple, on dit qu'ils n'ont pas le jugement nécessaire pour ça, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le discernement pour distinguer le bien du mal, ce qui fait qu'on les rend irresponsables. Mais ce qui n'est plus le cas, dans notre droit, un enfant de 3 ans qui se balance sur une balançoire et qui crève l'œil de son camarade avec un bâton est personnellement responsable. Les arrêts de l'Assemblée plénière remontent en 1984, ce que ne savent pas la plupart des parents. Vous voyez, la valeur symbolique du droit, des fois, elle échappe beaucoup. Mais en réalité, notre système a fait un choix. Le choix, c'est indemniser les victimes. Ok. Comme on se questionne beaucoup quand même sur la question du sujet de droit et de la personne juridique, alors c'est un détail vraiment dans votre papier, mais qui m'a du coup qui a attiré mon regard et que je ne l'aurais pas forcément vu sinon. Vous dites à un moment donné que les héritiers de la personne continuent en quelque sorte la personne du défunt, et vous mettez en note et d'une certaine façon sa protection. Et page suivante, que le propriétaire mérite protection serait-ce à travers ses héritiers. Et donc là, il y a la notion d'une forme. Alors, qu'est-ce qui subsiste? Parce que voilà, il y a une subsistance de quelque chose. C'est quoi? Débat récent. Voilà, si vous avez fait le notaire, vous avez dû entendre parler des débats récents sur notre conception de la réserve héréditaire. Oui. D'accord. La réserve, pour faire simple, pas faire trop technique. La réserve héréditaire, c'est deux choses. Vous avez un minimum, vous avez un droit minimum à l'héritage, pour dire les choses simplement, mais en même temps, dans notre conception, les héritiers continuent la personne du défunt, c'est-à-dire qu'ils passent à ses droits et même parfois à son passif. D'accord? Je m'explique. Pourquoi j'ai donné cette expression-là? Beaucoup d'auteurs considèrent que quelqu'un qui fait un testament, comme ce testament prendra effet une fois qu'il est mort, ça ne préjudicie pas à la personne. Moi, je considère que si ce testament est arraché à la personne, contre sa volonté, contre son consentement, contre son autonomie, le fait que les héritiers puissent la défendre, ça participe de la protection de la personne et c'est en ça qu'il la continue.
Voilà pour la réponse. D'accord, Et d'accord. juridiquement, et c'est pour ça que les héritiers, en tout cas les héritiers qu'on appelle universels ou à titre universel, pour faire simple, c'est ceux qui succèdent à une espèce d'entité théorique et pas un bien particulier. Un bien particulier, c'est un successeur à titre particulier. D'accord ? Universel ou à titre universel, vous avez une quotité du patrimoine. D'accord ? Donc, quand pour défendre à la fois la personne et le patrimoine, vous êtes censé, pendant un certain temps, jusqu'à l'acceptation de l'héritage et sa liquidation, continuer cette personne, ce qui vous permet d'exercer des actions, certaines actions. Ok. Alors, j'ai une dernière question, Benoît, si tu permets, elle est vraiment courte. Vous avez repris, y compris dans votre exposé, la métaphore lumineuse en disant de la luminosité, en disant que la lumière alors, du discernement ou de la raison ou de l'entendement ou de la lucidité de l'esprit, pour être reconnu capable, on n'a pas besoin d'un soleil incandescent, mais au moins d'une ampoule, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais qui forme, voilà. J'ai l'impression quand même que là, on est sur ce que dans le droit de la santé, on appelle justement le consentement éclairé, c'est-à-dire la dimension éclairée du consentement, c'est-à-dire je donne quelque chose en connaissance de cause. On est sous l'angle entendement-connaissance, qui est une des raisons de la vulnérabilité, effectivement. Mais en droit de la santé, on le sait très bien, il y a un autre aspect qui peut venir entacher ou rendre problématique le consentement donné, c'est sa liberté, qui nous renvoie aussi à une forme de vulnérabilité. C'est-à-dire que mon consentement peut être problématique à la fois parce que je ne comprends pas ce qu'on me fait signer, les implications de l'acte que je réalise, mais il peut aussi être problématique parce que on a exercé sur moi ce que j'avais proposé d'appeler une influence abusive, ou parce on a une emprise, et du coup il me semble, mais c'est une impression, que dans votre exposé, votre analyse, vous privilégiez cette dimension lucidité, lumière naturelle, entendement, qui cale bien avec ce que Benoît a décrit comme une conception interne ou internaliste de l'autonomie, parce que c'est une capacité naturelle. Et donc, on comprend bien pourquoi ça va avec votre conception de la santé comme quelque chose qui est une réalité interne à l'individu. Mais quand on part sur le côté influence abusive, sur le fait que sur la liberté du consentement, on est beaucoup plus dans des problèmes relationnels, et ils peuvent aussi, ce qui risque d'empêcher l'expression de la volonté ou un authentique consentement. Ça peut effectivement faire référence à une pathologie ou à une faiblesse ou à une situation de faiblesse ou de vulnérabilité, mais je trouve que c'est un peu plus difficile à assigner dans un diagnostic ou dans un état de santé. Et donc, voilà, comment dans votre esprit ces deux éléments cohabitent? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une dimension quand même un peu relationnelle de la vulnérabilité dans ce cas-là? Comment vous Alors, arbitrez? c'est pas du tout antinomique avec ce que j'ai dit. Je vous explique. D'accord. D'ailleurs, à ce propos, tout à l'heure était évoquée ma thèse. Dans la première partie de ma thèse, la seconde sous-partie est entièrement consacrée à ce que vous décrivez là. D'accord. Alors, je vous explique pourquoi. Le consentement a deux aspects. Quand on parle de protection juridique et d'autonomie, en réalité, on tient pour acquis que déjà, si la personne est lucide, on n'aura pas forcément, je dis bien, quand on fait la comparaison entre la capacité de droit et la capacité de fait, d'accord ? On n'aura pas à s'interroger sur l'intégrité du consentement. Pourquoi ? Mais le consentement a bien évidemment ces deux phases en droit. Il y a l'existence du consentement, et là on rejoint la lucidité, mais contrairement à vous, je ne pense que ce n'est pas purement interne. Parce que parfois, vous le voyez même dans l'appréciation de ce qu'est une insanité, le relationnel rentre en ligne de compte. Pour un acte qui est de peu d'importance, vous pouvez même avoir un juge qui va fermer les yeux sur un acte qui est passé avec une lucidité très très basse. D'accord ? Je prends un exemple. Vous avez des juges qui ont autorisé un mariage par le seul clignement d'un œil, sans forcément de forme d'expression, une larme qui coulait sur la joue. Vous voyez, ils l'ont interprété comme pouvant valoir l'expression d'un consentement correspondant à une lucidité. Mais une fois, et c'est une étape préalable qui est souvent oubliée quand on glisse vers ce que vous évoquez, la liberté ou la contrainte du consentement. Première chose, le consentement doit exister. Il ne doit pas être absent. Là, c'est la lucidité. Mais une fois qu'il existe, ce n'est pas fini. Et là, on retrouve la vulnérabilité
je suis tout à fait d'accord avec vous, car le consentement est susceptible de subir des influences, des contraintes, des erreurs, des violences. C'est ce qu'on appelle les vices du consentement. Mais là, on n'est plus sur le terrain de l'existence du consentement, de l'existence d'une aptitude juridique. On est sur quelqu'un qui a bel et bien une aptitude juridique, mais dont on a influencé le consentement d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qu'on appelle l'intégrité du consentement, et ça, en droit, c'est appréhendé au travers des vices du consentement, c'est-à-dire ce qu'est un consentement qui existe, qui est exprimé, mais qui, par exemple, a mal été éclairé. On n'a pas donné une bonne information, il y a une erreur. Ou alors on l'a influencé, on a fait des manœuvres, c'est un dol. Ou carrément on a exercé des menaces, c'est une violence. Et ça, il y a des instruments juridiques, bien évidemment, pour annuler un acte juridique qui serait fait dans ce contexte-là. Mais quand vous envisagez les relations de personnes vulnérables, je veux dire, ça c'est la roue de secours. Quand on n'a pas réussi à qualifier l'absence d'insanité, c'est un fondement juridique pour attaquer des actes qui peut exister. Mais je veux dire, en réalité, la plupart du temps, l'insanité suffit parce qu'en réalité, elle est souvent le terreau d'une influence, mais il suffit de constater que la personne n'avait pas d'aptitude pour annuler l'acte complètement. Tandis que sur les vices du consentement, il y a d'autres conditions à satisfaire aussi. D'accord. Le dernier point, peut-être, c'est sur votre notion d'une autonomie vérifiée. Je suis tout seul. Je comprends parfaitement, et en se plaçant dans la position du notaire, par exemple, qui doit choisir ou décider s'il instrumente ou pas, ou comme vous le disiez, d'un chirurgien qui doit décider s'il instrumente, en tout cas s'il opère ou pas, et de la qualité ou de la présence ou de l'absence d'un consentement va être effectivement déterminante. Ma question, c'est que je n'arrive pas quand même à articuler cette idée d'une vérification avec l'idée d'une présomption. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans un contexte de présomption de capacité, on peut introduire de manière comment on introduit cette notion d'une vérification pour quelque chose qui est censé être présumé. Ça m'apparaît pas très très facile à articuler. D'abord, c'est une opinion personnelle que j'émets. Je ne dis pas que c'est le droit positif. D'accord, ok. Première chose. Ensuite, ça ne concerne que les personnes qui sont sous protection juridique. Soyons très clairs. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas sous protection juridique, par définition, vous avez la pleine capacité juridique, donc vous êtes présumé émettre un consentement valable, d'accord ? Sauf si on prouve une absence de consentement ou un vice du consentement. D'accord ? Quand vous êtes en protection juridique, ça veut dire qu'on a déjà fait la démarche par hypothèse, puisqu'on vous a placé sous un régime de protection juridique, d'identifier votre faiblesse. D'accord ? En gros, notre droit fait deux démarches. La première démarche, c'est que soit il vous laisse l'aptitude à agir complètement, d'accord, dans certains actes, soit il vous assiste, donc il y a un complément de capacité juridique qui permet d'émettre un consentement valable, de revenir à la présomption de validité du consentement quand vous êtes assisté, soit vous êtes remplacé par quelqu'un par la représentation, ce quelqu'un devant prendre en compte vos intérêts. D'accord ? Bon. Ça, c'est dans le domaine patrimonial, ça marche plutôt pas trop mal parce qu'on a un interlocuteur valable selon le degré de l'atteinte, et on peut avoir parfois dans le domaine patrimonial une modulation. C'est-à-dire que le juge, quand on projette de faire tel acte, alors vous allez me dire, ce n'est pas pour tous les actes, pourquoi ? Parce qu'il y a des actes qu'on fait tous les jours. Quand on achète un ticket de bus, on n'a jamais demandé, même au 19e siècle, pour certains actes qui sont complètement dans le banal du quotidien, on n'a jamais fait de vérification ni de capacité juridique, ni du consentement. Quand vous achetez une baguette de pain, vous ne signez pas un contrat. Hein. Vous voyez que ça se passe naturellement. C'est l'usage. D'accord ? Mais pour des actes d'une certaine importance, il était possible aussi, en marge de la représentation et de l'assistance, de valider la capacité juridique de la personne en lui donnant une autorisation préalable, ce qui met à l'abri, même si vous pouvez toujours critiquer l'acte, d'accord, c'est très compliqué concrètement d'arriver à le remettre en cause, parce que vous avez eu cette démarche préalable. Passons maintenant au domaine des actes personnels. Dans le domaine des actes personnels, la loi de 2007 a fait un choix complètement inversé. C'est-à-dire que par principe, même si vous êtes sous un régime de protection, vous êtes censé émettre un consentement valable. Mais
La présomption ici joue pour une personne qu'on a préalablement reconnue incapable dans un autre domaine. C'est-à-dire que c'est un peu schizophrénique, vous voyez, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on dit, dans un champ, tu ne peux pas l'être, il faut suivre certaines procédures, mais dans l'autre, tu fais ce que tu veux. Et donc, c'est pour ça que je dis que si on veut vraiment rendre efficace, et notamment auprès des tiers, cette autonomie-là, pour les actes qui sont d'une certaine importance, il ne s'agit pas de systématiser à outrance, et d'ailleurs je le dis, je crois, dans tous mes écrits, mais pour les actes d'une certaine importance, vous ne vous mariez pas tous les jours, pour ceux qui ont l'idée folle de se marier. Hein. A priori, c'est un acte qui va intervenir de façon ponctuelle dans votre vie. Eh bien, pourquoi ne pas prendre la précaution, plutôt que de s'enferrer plus tard dans une discussion et de remise en cause, ne pas prendre la précaution par une justice justement gracieuse de vérifier par un processus qu'il y a cette aptitude qui permet à la personne de vraiment agir en toute sécurité juridique en freinant derrière les contestations. Autrement dit, de faire vivre l'autonomie par simplement une précaution. Alors, ce n'est pas à la mode, mais je vous prends l'exemple du mandat de protection future. Vous prenez le contentieux aujourd'hui du mandat de protection future, c'est quoi? C'est exclusivement des révocations du mandat de protection future. Pourquoi? Parce qu'on s'est soi-disant inspiré du modèle québécois, mais le modèle québécois, il homologue par une autorité la mise en œuvre du mandat. Autrement dit, il vérifie que ça roule en amont. Mais si vous voulez qu'un système marche, il faut mettre des moyens en amont pour se dispenser ensuite en aval d'avoir des recours au juge ou des contestations. Et c'est ça que je préconise. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui. Alors, pour les questions, je vois qu'il y a une… Alors, oui, voilà, je voulais vous proposer de répondre aux 2 questions qui sont sur le chat pour ménager l'équilibre entre le chat et les questions orales. Et ensuite, il y a 2 questions de… Alors, du point de vue du rapport entre le personne protégée et le tiers, est-ce que vous croyez que l'application stricte de l'article 12 peut amener un abus du droit en détriment du tiers de bonne foi? Alors, non, l'application de l'article 12, pour moi, pour dire les choses très clairement, si on va dans l'interprétation extensive du comité, ça consiste à supprimer nos systèmes de protection. Pour autant, on pourra tout à fait reprocher à un tiers de ne pas traiter avec une personne, mais à part les actes où on est obligé de conclure des contrats, ce qui sont assez rares finalement. Toute personne est libre de contracter avec qui elle veut. Ça s'appelle la liberté contractuelle. Donc ce que moi je disais là-dedans, ce n'était pas un problème de responsabilité du tiers ou un abus du tiers, c'est que si on anéantit les systèmes de protection juridique et qu'on laisse vivre seul dans la nature, assister, aider, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, quand quelqu'un m'assiste pour me tenir la main pour marcher, traverser la rue, je vois ce que ça veut dire. Mais assister de point de vue juridique, qu'est-ce que ça veut dire et quelle responsabilité? Oui, ça reprend un peu le débat de la personne de confiance. La personne de confiance, elle ne représente jamais la personne, mais elle donne un avis, une opinion, alors quand elle existe, parce qu'elle est assez rarement utilisée. Bon. S'est-on posé la question d'un jour de l'engagement de responsabilité qui pourrait être recherché auprès d'une personne de confiance? Si on nous dit « Ah ben non, mais elle n'est responsable de rien parce qu'elle ne fait que conseiller ». Alors, en quoi consiste cette assistance, ce conseil finalement? Quelle est sa texture? Quel est son contenu? Est-ce que c'est un éclairage, une discussion? Parce que si c'est ça, finalement, ça n'apporte pas grand-chose et ça risque pour des personnes qui ne peuvent pas exprimer de vraie volonté auprès des tiers de faire blocage. À ce moment-là, il faut aller au bout de la logique. Quand j'ai choisi quelqu'un qui, dans une situation, devra se prononcer pour moi et pas simplement témoigner, parce que témoigner d'une volonté, pour ceux qui ont fait 5 minutes du droit, on sait très bien ce que le témoin peut faire. Mais voyez bien, allons au bout de la logique. Donnons un pouvoir de représentation dans ces cas-là. Est-ce que c'est un choix qui veut être fait? Je ne suis pas sûr que dans notre culture, ce soit le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que les tiers seront amenés à abuser. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui est pleinement capable en droit, il n'aura plus l'arme de l'incapacité pour dire « j'étais pas capable de passer cet acte-là ». Il aurait fallu que je sois assisté, il aurait fallu que je sois représenté. C'est en cela qu'il peut y avoir des abus. Mais en soi, je veux dire, c'est la logique de supprimer une protection. Ce n'est pas l'article 12 en soi, disons. Pourriez-vous revenir sur la proposition dans le rapport Caron d'Église, réduire l'intervention du juge dans le non-contentieux? Alors, ce n'est pas dans le rapport Anne Caron d'Église. Alors, même si on peut y lire à la fois une chose, à mon avis, et autre chose dans le rapport Anne Caron d'Église. C'est-à-dire on voit qu'on insiste sur des mesures qui se priveraient du juge, et en même temps, il est insisté sur la nécessité de maintenir le juge en lui donnant un autre nom de baptême qui, finalement, s'est appelé juge des contentieux de la protection.
dans la dernière réforme en 2020. Alors déjà, moi je trouve que c'est déjà marquant de notre... Vous parliez de la valeur symbolique tout à l'heure. Juge des contentieux de la protection. La plupart du temps, quand on est dans les mesures de protection juridique, il n'y a pas de contentieux. Quand on demande à ouvrir une tutelle, ce n'est pas un contentieux, c'est gracieux. C'est juste, quand on demande une autorisation au juge, c'est gracieux, ce n'est pas contentieux. Le fait que le législateur appelle cela comme cela, ça veut dire qu'il veut centrer le travail du juge exclusivement sur les litiges. Et donc exclure de devant le juge tout ce qui est homologation, autorisation. Et donc un travail qui est très important. Je ne suis pas sûr que Anne Caron d'Église partage entièrement ce sentiment-là, il faudrait lui demander directement. Mais moi, ce sur quoi j'insiste dans la justice gracieuse, c'est que contrairement au mouvement législatif qu'on voit aujourd'hui, on a besoin, alors ça pourrait être une autre autorité, hein, il faut choisir, c'est des choix politiques, mais on a besoin d'une autorité qui tranche les difficultés d'une personne vulnérable pour savoir si on la protège ou pas, les difficultés qu'elle peut avoir avec son organe protecteur, les difficultés qu'elle peut avoir avec les tiers, et parfois, ce n'est pas des difficultés qui sont à proprement parler un contentieux. Et donc, on a besoin d'investir, non pas dans une justice exclusivement contentieuse, mais dans une justice qui soit plus liée vers des discussions sur des autorisations, notamment. Je pense par exemple à un exemple très simple. Tout à l'heure, on parlait des incapacités de recevoir des personnes qui sont dans les services à des personnes vulnérables. Mais si on identifie une cause de vulnérabilité d'une personne, plutôt que d'interdire bêtement, d'accord, et de créer des situations éventuellement d'abus, pourquoi, quand cette situation est identifiée, et notamment je pense au travail des notaires, pourquoi ne pas recourir à une autorité qui va valider l'acte qu'on envisage? C'est-à-dire qu'on permet à chacun de le passer, mais en même temps, on a une précaution, une sécurité juridique, au bénéfice de tous. Parce que là, le Conseil constitutionnel vient de balayer l'interdiction. Très bien. Que vont faire les héritiers, à votre avis? Quand la personne aura fait son testament ou sa donation en faveur de la personne qui livre la prestation, eh bien, ils vont attaquer l'acte sur quel fondement? Un, l'insanité, et deux, sur ce que évoquait tout à l'heure Fabrice Zil, c'est-à-dire le vice du consentement. En fait, elle était toute seule à domicile, elle était isolée, elle était influencée par ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils auront gain de cause, mais on va créer du trouble, on va créer du contentieux, on va créer de l'insécurité jusqu'à l'issue des procédures. Si on prend la précaution toute bête, j'ai envie de faire une donation à l'égard de telle personne, j'ai une autorisation du juge qui valide mon aptitude, c'est réglé. C'est-à-dire que le tout contentieux qui arrivera là pourra être même lui-même abusif. Deux questions ensemble. Bernard Meil, Claire Romeller. Oralement, on prend les deux d'un coup, comme ça, vous pouvez, on n'a plus beaucoup de temps, vous pouvez répondre. On peut dépasser un peu, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais bon. C'est gentil, merci. Bernard, à vous. Alors, c'est une question de procédure, si je vois bien. Hein, c'est parce que je vois qu'il y a un message. Alors, Bernard, vous pouvez réactiver votre micro normalement. Je vois que c'est M. Bernard Meil, c'est ça? Oui. Il a écrit son message. Alors, je pense que c'est une idée reçue, pardon de vous démentir là-dessus, mais depuis 3 ans, la Cour de cassation a des évolutions très sérieuses en matière de procédure pénale sur les garanties, notamment sur le fait d'aviser le tuteur ou le curateur, justement pour ne pas laisser seule la personne sous protection juridique. Donc, vous voyez qu'ici, l'autonomie, on comprend bien que pour exercer ses droits de la défense, notamment, ce ne sera pas possible. Mais contrairement à ce que vous indiquez, même avant la loi de 2007, c'est-à-dire sous l'empire de la loi de 1968, en écho avec des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui concernent la procédure, eh bien, il a été jugé, puis ensuite réglementé, que, par exemple, vous avez l'accès au dossier. L'accès au dossier, et notamment votre avocat, si vous avez désigné un avocat, peut avoir accès au dossier. Et surtout, la jurisprudence montre très clairement qu'elle est très tatillonne avec les respects de la procédure, les convocations, les auditions qui ne seraient pas respectées. Alors, attention, ça ne veut pas dire que parfois il y a des auditions qui devraient être faites et dont certains juges du fond se dispensent. Mais quand vous regardez l'unification et l'application du droit par la Cour de cassation, s'il y a eu ce comportement et qu'il y a eu recours, c'est censuré quasiment systématiquement. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de garantie procédurale en matière civile. Bien au contraire, elles existent. Ce n'est pas du tout les mêmes et il n'y a pas de prévision
d'avoir un dossier de mise en examen quand on vous enferme en psychiatrie. Il n'y a pas possibilité réelle et pratique de consulter un avocat quand on est sous camisole chimique. Il n'y a pas de garantie obligeant matériellement l'établissement à vous laisser les possibilités effectives d'expression. Il y a de fait décision par le même système, le même pouvoir de la décision de vous priver de la liberté et son exécution. Alors, juste un point, j'avais mal compris votre question. Vous ne parlez pas des mesures civiles, vous parlez des mesures psychiatriques ici. C'est tout à fait différent. Je parle des mesures psychiatriques. D'accord. Dans votre question, psychiatrique, ça échappe à toutes les garanties de procédure du pénal. Alors, il y a déjà une garantie de liberté. par rapport aux mesures civiles. Par rapport aux mesures civiles, dans les mesures psychiatriques, il y a le droit à l'avocat qui est obligatoire. D'accord ? C'est déjà une première chose. Ensuite, entre un droit à et l'effectivité de la mise en œuvre de ce droit, bien évidemment, il peut y avoir des hiatus selon les situations. Ce dont vous parlez, ce sont les soins psychiatriques contraints, d'accord ? Dans lesquels, là aussi, la Cour de cassation a une jurisprudence assez ferme sur le respect des procédures. Mais j'ai souvenir quand la loi qu'on appelait Sarkozy à l'époque, en 2011, j'avais fait une conférence dans un établissement psychiatrique est sortie, les soignants, je parle des soignants, considéraient que l'intrusion d'un juge, c'était la création à l'époque du juge des libertés, vous savez, était déjà une contrariété de leur pratique. Mais vous avez dû voir que récemment, la Cour de cassation s'est prononcée, alors je ne suis pas spécialiste des soins psychiatriques, mais sur tout ce qui est isolement, contention, évidemment, la Cour de cassation a laissé au pouvoir médical le soin de les décider, mais elle a encadré, alors on ne peut pas comparer au pénal, parce qu'il y a une question de soins d'ailleurs, forcément, elle a encadré très strictement les durées, les justifications et les dossiers à faire suivre. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous évoquez derrière votre question. Non. Peut-être, je laisse la parole à… Le fait que le même est juge et partie. Le même est juge et exécutant. On fait du médecin, du psychiatre, un juge qui fait une limitation de liberté, ce que le Conseil constitutionnel a regardé comme une mesure provisoire de, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui dure 48 heures si c'est pour raison pénale, et que cette décision, cette privation de liberté provisoire reste indéfiniment prolongeable sans contrôle effectif, sans droit à un procès, droit à un jugement, droit à une expression des motivations, de motivation factuelle justifiant la privation de liberté. C'est des questions importantes qui nous déportent trop sur le droit psychiatrique, peut-être là, Bernard. Je laisse la parole à Claire. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Mail. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Nogueiro. Donc, je suis juriste, je travaille à l'Université de Namur, en Belgique. Et dans ma thèse, je me suis très fort intéressée à l'impact d'un trouble mental sur la capacité de fait et de droit, puisque le droit organise un rapport entre les deux. Alors, pour que vous sachiez d'où je parle, je dois quand même dire que la troisième partie de ma thèse s'est beaucoup intéressée au comité des droits des personnes handicapées, à leur position par rapport à l'article 12, et je ne partage pas du tout votre analyse. Mais vous savez que pour un juriste, la troisième partie n'existe pas. Je sais qu'en France, pour les juristes, la troisième partie n'existe pas. En Belgique, nous sommes plus
souple probablement parce que nous avons cette double culture romaine et germanique. Donc, j'ai 3 parties à ma thèse et ça n'en fait pas une mauvaise thèse. Alors, je vous remercie pour avoir très très bien décrit, très pédagogiquement et à mon sens vraiment très bien décrit l'esprit de la loi. Je n'ai pas la même en Belgique, mais c'est le même esprit. Donc, je reconnaissais très bien les mécanismes et je pense que cet esprit de la loi traduit un discours social qui est majoritaire à propos des mesures de protection. Cela dit, moi, ce qui me... enfin, je vais vous expliquer avec quoi je suis en résistance. Vous avez parlé de Carbonnier et bon, voilà, c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît et qu'on admire. Je ne savais pas qu'il fondait son analyse en partie sur des recherches de type sociologique, mais ça m'a fort intéressée parce que je me demandais ici où était l'apport sociologique, l'apport du terrain. En fait, je suis juriste, mais je suis extrêmement sensible à la façon dont le droit est vécu en pratique. Et en pratique, on ne peut pas nier que les mesures d'incapacité sont assez rarement vécues comme des faveurs que le droit nous permettrait d'obtenir et sont parfois même perçues et même documentées comme contre-productives par rapport à une capacité résiduelle qui serait là. Maintenant, je vous rejoins et je pense que tout le monde se rejoint sur l'idée que la protection, c'est quelque chose de nécessaire. Maintenant, moi, je crois que dans le discours juridique majoritaire actuel, cette protection s'exprime beaucoup trop par des mesures d'incapacité. Et qu'en fait, l'incapacité et la protection, ce n'est pas la même chose, qu'il y a moyen de diversifier largement les moyens de protéger les individus qui en auraient besoin à propos de la technique que vous utilisez pour protéger un individu en dehors d'une incapacité qui utilise la représentation, l'assistance ou l'autorisation judiciaire. C'est tout à fait ça pour moi, l'apport du comité des droits des personnes handicapées, qui va parler, alors vous dites assistance, et c'est vrai qu'en droit belge, on a aussi cette... Pour être sur le terrain, concrètement, donnez-moi un instrument. Je peux vous transmettre après par mail de la documentation à propos de projets pilotes qui sont menés, à propos de mesures d'accompagnement qui ne sont pas des mesures incapacitantes sur le plan juridique. Donc des mesures d'accompagnement, alors vous parlez d'assistance, et c'est vrai qu'en droit on a du mal à concevoir concrètement ce que serait cette assistance. Et là, les travaux du comité et des travaux documentés par ailleurs sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent qu'il est possible et parfois très intéressant de protéger les gens, c'est-à-dire en fait non, d'accompagner les gens dans l'exercice de leur capacité juridique sans passer forcément par une mesure d'incapacité. Il est possible dans les faits, et je pense en droit aussi, mais il faut d'abord l'expérimenter en pratique pour qu'après les juristes soient capables de les traduire, de traduire ces mécanismes en droit. Je pense qu'on a voulu traduire des mécanismes qu'on ne connaît pas. Et donc, effectivement, ça coince. Mais en réalité, il y a aujourd'hui des projets pilotes qui permettent d'accompagner des personnes dans l'exercice de leurs droits sans les incapaciter. C'est un accompagnement tout à fait différent que ce qui est envisagé par le droit dans le cadre des mesures de protection. Et donc, je vous prends un exemple simplement. En France, on a ouvert le droit de vote qui n'était pas du tout interdit d'ailleurs, aux personnes sous tutelle. D'accord ? On a dit, on supprime toute intervention judiciaire à ce sujet-là. La personne serait-elle totalement inapte ? On n'en a rien à faire. Et on a créé dans le même temps une technique pour accompagner cette personne dans ce vote qui s'appelle la procuration. Alors, moi, je veux bien savoir où est le progrès, mais si on me dit que pour favoriser les préférences, les sentiments et les souhaits d'une personne, on va passer par quelqu'un qui va se contenter d'accompagner, dont vous me préciserez quelle est l'étendue exacte de sa responsabilité. Je vous demande d'être très précise parce que si vous voulez que les tiers accueillent cet accompagnement, il ne va pas falloir leur dire on a des beaux projets d'une part et il faut qu'on fasse de l'expérimentation avant de fixer des notions juridiques. Ils vont vous demander concrètement qu'est-ce l'instrument dont vous nous parlez. Qu'est-ce que cet accompagnement ? Est-ce que c'est un conseil de la personne ? Est-ce que c'est une représentation de la personne ? Est-ce que c'est autre chose ? Dites-nous ce que c'est. C'est ce que vous diront les tiers. Et donc, votre expérimentation risque d'être fortement freinée
en dehors de l'achat de 3 poivrons et 4 tomates à l'épicerie du coin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous allez passer des vrais actes juridiques ou des actes d'une certaine importance, vous allez avoir le frein de la sécurité juridique. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est-à-dire… Et autre chose, c'est que clamer qu'il faut arrêter avec l'intérêt supérieur parce que la personne ne l'apprécie plus, et donc il faut reconnaître cet intérêt et ses préférences, pardon, mais c'est une façon d'habiller une interprétation toute subjective dont on voit ce qu'elle a donné dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui est utilisé à tort et à travers pour satisfaire les besoins de certains, surtout. Donc je suis assez sensible, moi, comme juriste, alors peut-être j'ai une touche un peu trop excessive, mais je pense que j'ai toujours été un juriste plutôt de terrain en général. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis président de la commission consultative des pratiques commerciales à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui contrôle la banque et l'assurance, et on va bientôt sortir un projet sur les personnes vulnérables en lien avec, d'ailleurs il est sorti je crois, sur les personnes vulnérables dans le rapport avec les banquiers et les assureurs. Mais il faut discuter avec ces gens-là pour voir comment ça se passe concrètement. Je vous remercie, monsieur, je vous remercie. Je n'avais pas fini, donc je termine juste de dire ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour ces indications. Je reste tout à fait persuadée que des recherches sont nécessaires pour traduire en droit des mécanismes innovants en matière de protection. Alors, je voudrais relever une phrase qui m'a semblé vraiment très intéressante, où vous avez dit à un moment « Que vaut une autonomie de façade ?» Ça, je suis bien d'accord avec vous. Il ne suffit pas d'utiliser des mots à la mode pour qu'ils s'incarnent dans nos relations. Mais que vaut une autonomie de façade si les fondements sont ruinés? Cela dit, nous ne sommes pas tous d'accord sur ce que sont ces fondements. Et les fondements de l'autonomie tels qu'ils sont traduits en droit aujourd'hui, ce sont des facultés cognitives quasiment exclusivement individuelles. Or, ça, c'est une certaine grille de lecture, mais il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres, et certains auteurs aujourd'hui estiment que les fondements de l'autonomie, et je pense éventuellement aux travaux de M. Xil, les fondements de l'autonomie, ce n'est pas forcément une capacité décisionnelle complète, et ce sont des fondements qui peuvent appuyer des recherches en matière d'accompagnement à l'exercice des droits pour des personnes dont on estimerait que leurs facultés cognitives ne sont pas suffisantes, en sachant qu'on ne teste jamais les facultés cognitives que de certaines catégories de la population. Tout le monde à 18 ans ne passe pas un test, parce que sinon, très peu d'entre nous seraient considérés comme capables au sens juridique du terme quand on voit les fondements tels qu'ils sont décrits à l'heure actuelle. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que le droit est modeste dans son approche. Justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand il se contente d'un minimum. Pas du tout. Je ne pense pas que c'est des histoires de… Alors ça, c'est un débat qui avait été mis en avant, notamment pour le droit de vote. Le droit de vote n'a jamais été conditionné, dans la période démocratique que l'on connaît, à des aptitudes intellectuelles. Sinon, beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas capables de distinguer certaines notions d'économie basique ne pourraient même pas aller voter. Non, on est beaucoup plus modeste en droit. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On se contente parfois de bien bas même. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse se dispenser, quel que soit… Alors, je pense qu'il y a deux confusions. Il y a une autonomie relationnelle, bien évidemment. L'autonomie relationnelle, c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, la façon dont on se débrouille dans la socialisation qu'on peut avoir, dans l'interaction qu'on peut avoir. Et donc là, il peut y avoir des gènes même par la surdité, des choses comme ça. Mais l'autonomie, pour s'engager en termes de responsabilité, pour s'engager en termes d'actes juridiques, pour s'engager dans certaines procédures importantes. Pardon de vous le dire, mais acheter une baguette de pain, ce n'est pas la même chose que se marier ou faire une convention matrimoniale. Celle-là, elle ne pourra jamais… Mais on est d'accord là-dessus. Je ne pense pas qu'acheter une baguette, ce soit la même chose que de se marier. Je pense qu'il vaut mieux acheter beaucoup de baguettes et pas se marier. Ah, mais ça, on peut partager votre opinion, mais c'est une conviction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pourrez pas, quelle que soit votre conception de l'autonomie, quand vous reviendrez sur le terrain de l'efficacité dans les relations avec les tiers, où vous allez conclure des actes, vous ne pourrez pas vous dispenser d'une autonomie qui est liée aux facultés cognitives. C'est impossible. Ou alors, il faut, et c'est ce que j'ai dit dans mon exposé, il faut abandonner que pour passer un acte juridique, il faille un consentement. Il suffit juste d'une impulsion à ce moment-là. Mais est-ce qu'on serait plus proche d'un statut d'être humain, personne juridique avec la personnalité juridique, ou de celui d'un animal qui, voyant une gamelle, s'en lèche déjà les babines et la veut et donc l'acquiert? Ça, c'est une question à se poser. Moi, je suis plutôt… Très vite, ensemble, la réponse la question de Corinne Bebin et de Etchegaray, je n'ai pas le prénom.
Ma question va rebondir sur l'intervention de Madame Romeler, qui interroge aujourd'hui ce que vous avez qualifié je ne vais pas bien prendre le mot, mais cette notion de consentement avec une connaissance des enjeux qui sont maîtrisés par la personne qui va donner son consentement. Je voudrais prendre un exemple auquel nous sommes tous confrontés actuellement. Nous consentons à faire des visioconférences et à partager un certain nombre de dialogues avec de la sémantique dont nous savons tous parfaitement qu'elles sont aujourd'hui enregistrées et utilisées comme des datas qui vont ensuite être utilisées pour créer un mapping en fait des différents concepts que nous sommes en train de partager. Aujourd'hui, nous ne savons absolument pas quelle est derrière cette organisation les intentions d'utilisation de ces datas et ni même la manière dont elles vont être exploitées. On se retrouve donc actuellement dans la même situation qu'une personne déficiente intellectuelle à qui on va présenter un enjeu immédiat, binaire, pour lequel on va essayer de rechercher son consentement, mais sans en fait lui donner la totalité de l'appréhension du contexte et des enjeux à moyen ou long terme pour pouvoir donner son consentement. Et donc, je voulais aller plus avant sur l'intervention de Madame Romeler, où aujourd'hui, il y a une nécessité absolue de rentrer sur cette recherche, d'aller chercher ce consentement éclairé. Qu'est-ce que veut dire cette notion de consentement éclairé? Est-ce que c'est une appréhension du monde qui nous permet aujourd'hui de dire oui, j'ai connaissance du fait que mes données personnelles sont aujourd'hui collectées. Deuxièmement, j'ai connaissance du fait qu'elles seront exploitées à une fin que je ne méconnais pas. Nonobstant ça, je consens à donner ces informations. On sait aujourd'hui qu'une personne déficiente intellectuelle a une appréhension du monde avec une communication qui est différente de la nôtre. Elle va donner son consentement à quelque chose qui va nous paraître totalement impensable à une personne valide, ou l'inverse, elle ne donnera pas son consentement à quelque chose qui nous paraît absolument évident comme devant être recueilli. Et aujourd'hui, on a des chercheurs qui sont aujourd'hui en train d'essayer de comprendre quelle est la manière dont une personne déficiente intellectuelle appréhende le monde et donc donne ou ne donne pas son consentement. Ma question est la suivante, pardon d'être longue. Ma question est la suivante, c'est aujourd'hui en droit, quels sont les garde-fous qui permettent à l'instant T de faire appréhender par le sujet de droit cette capacité effective de donner son consentement à un écosystème, à une proposition qui entre dans un écosystème dont les finalités lui sont totalement méconnues, voire cachées. Alors, ce que vous évoquez, notamment avec le numérique, il est bien évident que je dirais que même des personnes pleinement conscientes, de haut niveau intellectuel, particulièrement sans atteinte de leur volonté, cliquent très volontiers sur un « accepter tout » pour accéder à leur connexion. Ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle d'insanité. Parce que si vous pensez que vous allez avoir la maîtrise globale de toutes les informations qui passent par le nucléaire, l'économie, etc., il n'y a pas un individu sur la planète qui est capable de maîtriser ça. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est une aptitude minimum à donner un consentement qui ait une signification pour le droit. Le droit ne demande pas des compétences extraordinaires ou même dans la moyenne. Il demande simplement que quand la personne dit un oui, ça correspond à un oui qu'elle a elle-même accepté pour elle
en fonction de son aptitude, c'est-à-dire en fonction du fait que ses facultés ne l'empêchaient pas de faussement raisonner. Et donc ça, on se fie évidemment beaucoup à l'identification de certaines atteintes qui ont une influence sur cette aptitude-là, sur cette compétence-là. Mais on ne demande pas mécaniquement d'avoir un consentement informé à l'excès. D'ailleurs, je vous prends un exemple. Et là, déjà pour les gens, non, j'allais dire ordinaires, mais même quand vous avez une information qu'on vous donne, si on ne vous l'a pas donnée pour vous éclairer, il y a une forme d'information. Vous avez peut-être souscrit une assurance vie, personnellement. Est-ce que je peux vous demander si vous savez ce qu'est techniquement un rachat? Vous n'en savez rien. Ce que vous savez, c'est que vous pouvez, avant le terme de votre contrat, utiliser la somme qui est disponible dessus. Ça suffit. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est un truc de résiliation par terme anticipé du contrat. Ça, je vous le dis si je suis un juriste. Vous voyez, mais ça suffit de savoir que vous pouvez. C'est ça qu'on exige. Et d'ailleurs, la meilleure preuve pour les personnes vulnérables qu'on met sous protection juridique, pour, au-delà de leur aptitude, leur faire prendre une décision éclairée, c'est-à-dire qu'au-delà de l'insanité, il faut qu'ils puissent aussi avoir un consentement libre et non contraint. Vous avez l'article 457-1 dans le domaine de la personne, qui, je résume, même quand il y a un tiers qui vous a donné une information, un médecin par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui, dans vos relations personnelles, vous a donné une information. Eh bien, l'organe protecteur, quand il a la mission de vous protéger de la personne, il doit traduire ça, c'est-à-dire qu'il doit le mettre à votre portée. Il doit trouver des mots pour vous expliquer simplement, pas dans la complexité, pas dans le fait que vous ayez une complète maîtrise. Je pense que si on interrogeait tous les participants qui sont ici, est-ce que vous êtes capable de me expliquer la chaîne de A à Z du nucléaire ou de la façon dont on va envoyer une sonde sur Mars? Aucun de nous n'est capable de le faire. Mais on a quand même une aptitude à saisir les enjeux. Pour faire une sonde, il faut l'envoyer sur Mars, il faut donc la fabriquer avec des produits, il y a un voyage. C'est ça qu'on va vérifier. Est-ce que cette personne a cette faculté minimum de compréhension? En revanche, la maîtrise totale et le consentement éclairé, ça n'a jamais été une maîtrise totale. Sinon, vous n'auriez jamais eu de médecine. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable, véritablement, quand il fait un acte chirurgical, de comprendre l'entier détail de ce que va faire le chirurgien? Je veux dire, même un cadre supérieur très intelligent ne le peut pas. Pour autant, son consentement sera éclairé si on lui a donné les bases, pas la complexité technique de quelque chose, les bases du fonctionnement. Et pour revenir à votre comparaison numérique, quand vous êtes dans le RGPD, normalement, on doit vous annoncer la finalité du traitement qui est en jeu. Et donc, vous voyez, pas forcément tout le détail, mais vous savez que c'est fait pour faire telle chose. Après, libre à vous de l'utiliser d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a des améliorations sérieuses chez les opérateurs qui ne respectent pas pour certains le RGPD, car normalement, vous devriez avoir une case, non pas refuser, 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 mais en bas, tout refuser. Ça, c'est le RGPD. Donc, voilà. Mais vous voyez, ce n'est pas un consentement supérieur, c'est un consentement à minimum, avec des compétences minimales, finalement. Oui, alors c'est le degré de compétence qui est en jeu là, mais je voudrais quand même faire un parallèle entre la notion d'influence que vous avez citée dans le cadre justement de la personne incapable et le fait qu'elle soit sous emprise ou sous influence avec quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui, qui est le nudge. Comment est-ce que aujourd'hui on peut en droit qualifier cette notion d'influence versus ce qu'on est en train de vivre les uns et les autres dans le cadre du nudge. Je comprends, à vrai dire, je comprends mal votre... Vous pouvez me préciser votre question parce que je vois mal où vous voulez en venir. La notion de nudge est quelque chose qui est aujourd'hui techniquement une méthode d'influence comportementale et environnementale qui est utilisée dans de nombreux secteurs, notamment le marketing. C'est exactement la même forme d'approche que celle qu'on pourrait transposer à la notion d'influence que peut exercer l'accompagnant sur la personne qui n'a pas toute sa capacité de discernement ou discernement, vous avez dit, sa lucidité, voilà, la totale lucidité. Comment vous, en droit, vous mettez en écho
le nudge sur une population de droit commun et l'influence sur une personne vulnérable? Alors, déjà, vous avez dû voir qu'il y a des pratiques pour faciliter de façon la communication d'informations de façon plus simplifiée pour certaines personnes. Mais les instruments juridiques existent. C'est leur application qui peut parfois être délicate. Ce que vous évoquez là, ce serait une influence. Alors, attention, si c'est une influence commerciale, c'est en rien illicite. Si vous achetez tel produit parce que vous avez subi l'influence comme quiconque, ce n'est pas un problème. La question de l'influence qui serait illicite, c'est quand elle tord votre consentement, c'est-à-dire que vous ne le donnez pas de façon volontaire. Et dans ce cas-là, ça s'appelle, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Fabrice Gilles, c'est-à-dire c'est les vices du consentement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez subi, est-ce que vous avez été trompé? Et il y a toute une réglementation sur les tromperies des publicités notamment. Est-ce que vous avez été menacé pour, est-ce que vous voyez par exemple une insistance d'un démarchage par exemple, vous voyez, si vous êtes dans le domaine commercial. Mais j'allais dire, on s'éloigne un peu de notre, à mon avis, de notre sujet dans le sens où nous on a des influences, nous en subissons tous, mais il y a des influences parfaitement licites, il y a des influences tolérées et il y a des influences interdites. L'influence que nous on envisage, à mon avis, dans le sujet qui nous est donné là dans ce cycle, c'est: est-ce qu'il pourrait y avoir une influence de tiers au majeur protégé, voire peut-être parfois de l'organe protecteur lui-même? C'est-à-dire organe protecteur pour lequel on a des clés, c'est-à-dire qu'on peut le décharger de sa fonction, on peut engager sa responsabilité, on peut le contrôler. Et donc, on veille au conflit d'intérêts dans les textes. Après, je dis au passage cela parce que dans le mandat de protection future qui est souvent vanté, il n'y a pas de prévision du conflit d'intérêts. Donc, ça peut être intéressant de le créer. Mais vous voyez bien que c'est une chose différente de subir une influence d'un tiers qui va détourner votre consentement, d'un organe protecteur qui ne va pas respecter la mission qu'on lui a confiée, que l'environnement dans lequel on évolue. De façon générale, si vous demandez aux gens ce qu'ils pensent de la politique française en ce moment, selon ce qu'ils auront entendu à la radio ou lu dans un journal ou vu à la télévision, ils auront un sentiment, ils subissent des influences. On subit au milieu culturel. Mais ça, j'allais dire, si vous voulez supprimer les influences, à ce moment-là, il vaut mieux supprimer tout de suite l'humanité. Je pense que ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est propre à notre réseau d'interaction entre humains. Je veux dire, Merci beaucoup. Il y a une dernière question de Etchegaray. Je n'ai pas le prénom. Si vous voulez poser votre question. Madame Etchegaray. Claire Etchegaray, bonjour. Je suis philosophe donc de Nanterre. Je voulais d'abord vous remercier tous pour la qualité de vos interventions, dans un sens comme dans un autre. Merci beaucoup aux organisateurs comme à vous, donc, professeur Nogueiro. Ma question, donc, elle est forcément du point de vue du philosophe. Il me semble que la protection des majeurs protégés pose à la philosophie morale des questions autour de plusieurs axes et qui mettent en jeu le fait que la protection implique une limitation de la liberté, au moins spontanée, disons. Et donc, sur deux axes, le droit moral de l'acte juridique qui est la protection, et puis Clotilde Noué tout à l'heure le soulignait, les effets moraux aussi ou immoraux que l'acte juridique qui est la protection pourrait avoir. Sur le premier axe, on pourrait envisager la question un petit peu en analogie avec le jus ad bellum et le jus in bello, c'est-à-dire la mise sous protection est-elle ou non conforme au droit moral, à la notion de justice, et si oui, comment peut-elle l'être, etc. Et puis, dans la pratique de protection elle-même, les décisions qui sont prises sous protection, eh bien, nous, philosophes, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait que l'application de la lettre pourrait se retourner contre l'esprit, qu'est-ce qui fait que l'application, la pratique pourrait être contraire au droit écrit ou à l'esprit du droit, jusqu'où limiter la liberté spontanée, bon, comment appliquer au mieux le mandat, etc. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre intervention, c'est la sensibilité au fait que dans une situation donnée, on cherche à éviter les abus, mais non seulement les abus sur la personne, mais aussi les abus sur les autres personnes. Et d'une certaine manière, même si, en un sens, je serais assez d'accord sur les objections qui peuvent vous être faites du fait que l'autonomie telle que vous la concevez reste quand même très, très interne,
Mais néanmoins, je trouve aussi que vous tenez compte du fait précisément que dans une situation, eh bien, souvent, il n'y a pas une seule personne vulnérable. Il y a des êtres vulnérables en état de faiblesse en jeu. Ça peut être une personne âgée avec sa fille malade, etc. Et bref, nous, en philo, on se demandera quels sont alors les principes là en jeu. Du coup, j'ai une question très précise dans la mesure où on travaille avec d'autres chercheurs de Nanterre sur ces questions. Et c'est une question qui est née en discutant avec les mandataires de justice, qu'ils soient familiaux ou non familiaux. À propos de la question très précise du transfert, vous voyez, des malades Covid, tout simplement. Est-ce que, je me demandais, moi, en tant que philosophe, si quand même il n'y a pas une petite tension entre les principes moraux qui régissent le mandataire familial, c'est-à-dire, pour faire court, la fille, la mère qui est tutrice de sa propre mère, ou de, bon, ça peut être la marraine, ce que vous voulez, mais un proche qui est mandataire familial, et puis un mandataire non familial qui est désigné par le juge, sur lequel je ne porte a priori aucun soupçon d'emblée non plus, contrairement à ce qu'on pourrait aussi faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont motivés par le sens du bien et qui ont ces fonctions-là. Mais précisément, même dans ces deux cas, est-ce qu'on n'a pas quand même des principes éthiques qui vont être un peu différents sur le cas du transfert des malades Covid? On discutait, parce que Laurence Gatti fait partie de ce groupe de recherche aussi à Nanterre, et je vois qu'elle a assisté aussi à votre intervention. On discutait avec un chef de réa qui nous disait qu'un transfert de malade, ce n'est jamais, jamais, jamais sans risque pour le malade. Donc, on comprend les proches, le mandataire familial qui aura la tutelle et qui aura tendance à s'opposer au transfert. Et un mandataire non familial avec qui on discutait, qui nous disait que non, eux, prima facie, ils diront oui au transfert. Et il me semble tout simplement parce qu'un mandataire non familial, il a les deux principes, le principe de justice et le principe de bienveillance. Et qu'il n'y a pas de... pour lui, il n'y en a pas un qui va présumer sur l'autre, en fait. Il considère qu'il n'a pas à s'opposer aux soignants, et aussi, il considère que le processus de transfert est utile pour la santé publique en général. Et il n'a peut-être pas tort, d'ailleurs. Mais si moi, je suis tutrice de ma mère et qu'on me dit qu'elle est transférée de l'autre côté de la France où je ne pourrais pas la voir, etc., c'est aussi entendable de la part du philosophe, eh bien, que je m'oppose au nom de la bienveillance. Bref, tout ça pour vous dire, est-ce que là, donc c'est une question presque analogue au jus in bello, très précise. Est-ce que dans la pratique même, en fait, de la protection juridique, il n'y a pas des principes moraux qui peuvent parfois s'opposer, ou ma question n'a pas lieu d'être, et très bien, hein, pas tout ça. Alors, le jus in bellum, plus dans les rapports droit public, mais revenons aux personnes. Alors, je ne dispose pas de statistiques pour faire des catégorisations de réactions au regard de certaines mises en application de règles en fonction de ce qu'on appelle les MJPM, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont des professionnels, et des mandataires familiaux proches. Je n'ai pas de statistiques. Je constaterai une chose. Première chose, je trouve qu'en France, on fait trop souvent des réglementations où on réagit aux choses en fonction du domaine institutionnel et plus exactement du domaine public. Quand on fait des règles, par exemple, en matière de santé publique, on ne voit que l'hôpital la plupart du temps. Ça, c'est à mon avis un travers, de fonctionner au travers des institutionnels sans prendre en compte la diversité de la réalité. On parlait tout à l'heure de sociologie pour créer la règle et de la démarche de Carbonnier qui était partie plus du terrain. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse catégoriser aussi fort. Je pense, et je vais vous donner un exemple personnel. Je ne suis pas sûr, puisque je pense qu'il y a des MJPM, ce n'est pas une critique générale de la profession, parce que je pense qu'elle est éminemment variée en son sein, mais il y a des MJPM qui n'auront ni la considération, j'allais dire macro, c'est-à-dire de santé publique de façon générale, au travers de la personne dont ils sont en charge et dont ils devraient avoir les seuls intérêts normalement. Avant de penser macro, faut-il le rappeler. Premier point. Mais même au regard de la personne, je ne suis pas sûr qu'ils auront ce goût du transfert, peut-être par négligence, par manque de temps, parfois ou par volonté, parce qu'il va falloir faire des formalités. Et
assumer un choix parfois a posteriori au regard de la famille, avec des risques de responsabilité. Donc, faisons comme ça. Et de l'autre côté, je ne suis pas sûr que dans la famille, il y ait toujours cette bienveillance pour garder là, si on ne se débarrasse pas à un certain stade, voyez-vous, certains proches dont on pourrait se passer. Pourquoi je vous dis ça? Je parle de la fin de vie. J'ai mon meilleur ami, dont la mère était pour moi quelqu'un de très important, à qui j'ai fortement déconseillé, tant que la famille était en accord, tant qu'elle pouvait exprimer une volonté malgré une altération forte de sa maladie d'Alzheimer, j'ai fortement conseillé, si tout le monde était d'accord, il n'y avait pas de problème de gestion patrimoniale, tout le monde était d'accord pour la maintenir à domicile et s'occuper d'elle alternativement, ce n'est pas parce qu'elle avait une altération qu'on avait l'obligation de recourir à une mesure de protection juridique. Mais là, les soins à la fin ont été faits à domicile. Ce qui est, le médecin lui a dit, tout à fait exceptionnel, jusqu'à la mort. Je parle bien jusqu'à la mort. Et donc, si vous voulez, vous avez dans les familles des gens qui ont, pas par forme d'opposition à aller dans une, mais par choix philosophique, j'allais dire, par choix personnel. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse catégoriser. Est-ce que les juges en tiennent compte? Oui. Pourquoi? Parce que dans les principes d'application de la loi, il y a d'abord ce qu'on appelle la préférence familiale. C'est-à-dire qu'avant de recourir, ou des proches plus largement, avant de recourir à un organe professionnel, il faut d'abord privilégier la solution familiale, mais pas d'un point de vue idéologique. Pourquoi? Parce qu'on sait que la famille peut être pathogène. D'un point de vue pragmatique, est-ce qu'ils auront une attention plus soutenue? Souvent, peut-être oui, parce qu'ils auront plus de temps. Des fois, non, parce qu'il y a un éloignement, il y a des conflits familiaux. Et bien là, dans ce cas-là, on s'en passe. Mais la difficulté principale qu'on a, ce n'est pas d'avoir des évaluations à droite, à gauche, car un juge qui a un brin de bon sens, avec une audition et une vision de ce qu'est le patrimoine et la situation familiale, il peut déjà à peu près naviguer. Le problème qu'il y a, c'est que vous avez une équation qui est très difficile. Un juge gère par an 3500 dossiers de tutelle. Tant qu'on n'aura pas réglé cette équation-là, qui consiste à donner très peu de temps à certaines personnes, on ne pourra pas, quelles que soient les règles, être parfaitement efficace dans l'appréhension de ce que doit être une protection quand il y a des difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier certaines précautions en amont et qu'il faut, autant que faire se peut, désigner des personnes qui signalent les difficultés. Parfois, c'est au sein de la famille, parfois, c'est extérieur à la famille. Mais c'est ce que j'évoquais dans les relations, les ordres de normatifs différents. Le droit ne peut pas régler ça. Ça fait partie des formes d'éducation. Il y a quelques années, moi j'ai vécu jeune enfant dans un village, j'ai vécu où des familles gardaient leurs anciens chez eux. Nous n'avons plus ce mode de vie, nous vivons dans des sociétés où on nous dit aujourd'hui qu'on est même casé parfois dans des lieux de vie très réduits. Donc, il y a peut-être, le droit ne peut pas, j'allais dire, tout réglementer. Et je dirais même, il y a des terrains où il faut laisser faire en dehors du droit. Et même dans la protection juridique des majeurs, il y a des choses sur lesquelles il faut fermer les yeux, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux, pour une raison bien simple. C'est que ça se retourne contre celui qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut protéger. Quand il fait des petites bêtises, ce n'est pas bien grave. S'il aime le casino et qu'il a les moyens, il peut aller perdre de l'argent à la machine à sous. Mais si quand il utilise son argent de vie, il met en danger son logement, il met en danger son approvisionnement en termes de nourriture, eh bien là, il faut intervenir. Et pardon de le dire, ce n'est pas simplement en l'accompagnant pour lui dire « Tu es sûr que tu voulais vraiment ça? C'est vraiment ta volonté ?» Non. Parfois, il faut même intervenir contre sa volonté. Et là, on retrouve quelque chose de l'article 12 qui veut supprimer les soins psychiatriques contraints. Parfois, il y a peut-être des situations abusives. Je dois vous quitter, c'est seulement pour des raisons de disponibilité. Mais je vous remercie pour répondre à votre question. De toute manière, il est 13h, donc on va devoir s'arrêter là. On voit qu'on pourrait encore discuter. Je n'ai pas eu le temps, moi, d'intervenir. J'aurais aimé vous interroger sur votre appréhension de l'individualisme. Vous le mettez du côté des droits de l'homme et plutôt un holisme du côté du droit civil. D'autres, dont peut-être je peux faire partie, voient à l'inverse un holisme du côté des droits de l'homme et du côté des évolutions de la personne, du côté des droits humains, et voient dans des évolutions du droit civil en 68 et en 2007 des formes d'individualisation. Donc,
on aurait pu discuter là-dessus. Peut-être qu'on aura une nouvelle occasion. En tout cas, il y a, merci beaucoup pour cet échange très riche. On continuera, je pense, quand même sur des thèmes très proches au mois d'avril avec Madame Hénès, je crois, dont vous avez dirigé, il me semble, la thèse, si je ne dis pas une bêtise. Alors, Madame Hénès. Ah non, Madame Hénès, non. Laurence Gatti, j'ai fait partie de son jury de thèse, si elle est là. Mais Madame Hénès, ça me dit rien. Ah, alors, Dites-moi le sujet de thèse. Une erreur de ma part. En tout cas, c'est sur une lecture du droit de vote à partir des normes internationales. Et donc, on rediscutera aussi des points que vous avez évoqués aujourd'hui et qu'on n'a pas pu complètement débattre. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, merci aussi à tous les présents et aux personnes qui sont intervenues par leurs questions. On peut peut-être échanger encore entre nous 2-3 minutes avec Clotilde et Fabrice. Et on remercie tout le public encore une fois et on espère au prochain séminaire. Merci beaucoup pour les questions, aussi bien sur le chat qu'à l'oral. Merci vraiment et à très bientôt. Simplement désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que, bon, en même temps, chacun peut exprimer des positions. C'est aussi intéressant d'avoir des contrepoints sur ces sujets toujours difficiles.